Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre présence à cette table ronde qui promet d'être passionnante et qui porte sur le thème suivant, comment améliorer l'évaluation des médicaments. Alors, je remercie dès à présent les participants autour de la table. Christelle, vous êtes vice-chaire à l'Agence européenne du médicament et directrice générale de la NSM. Christophe, président de Bristol Myers Squibb, France, et président de la commission accès du LEM. Thierry Hulot, président de PDG de Merck France et président du LEM. Et enfin Lionel Collet, président de la Haute Autorité de Santé. Alors permettez-moi d'ouvrir cette table ronde par un constat que j'espère sera partagé par tous ici autour de la table et aussi dans cette salle. Nous vivons une époque extraordinaire en ce qui concerne l'innovation thérapeutique. On guérit plus, on traite mieux et on propose des traitements là où il n'y en avait pas hier. La qualité des traitements disponibles a considérablement augmenté. Et pour de plus en plus de maladies, nous avons aujourd'hui des traitements. Alors si on prend l'exemple des cancers, et on en reviendra, il y a 30 ans, le taux de survie à 10 ans ne dépassait pas 25%, et aujourd'hui, ce taux a doublé, plus de 50%. Grâce au progrès scientifique, grâce notamment à la génomique, on cible mieux, on traite mieux. On assiste à l'essor des traitements personnalisés. Si on regarde dans les maladies rares, il y a une explosion de traitements. L'Agence européenne du médicament a mis plus de 200 molécules sur le marché, a autorisé la mise sur le marché de plus de 200 molécules. Et si on regarde le pipeline des sociétés qui travaillent sur ce type de traitement, on a plus de 700 médicaments qui sont en cours de développement. Alors, toute cette innovation, évidemment, c'est formidable, mais elle ne peut avoir lieu que s'il y a un marché. Et entre l'innovation et le marché, il y a évidemment l'évaluation. Alors, l'évaluation, c'est quoi? C'est la sécurité, c'est la qualité, évidemment, c'est l'efficacité, c'est l'efficience par rapport au traitement existant. Et donc, c'est ces éléments-là qu'on va essayer de couvrir dans cette table ronde. Et en fait, je voulais juste revenir un peu sur qu'est-ce que c'est que l'évaluation fondamentalement. Alors, évidemment, il y a une question de méthodologie. Comment on évalue? Ça, c'est absolument fondamental. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est l'acceptation du risque. Quel est le degré d'acceptabilité du risque? Alors, c'est une question philosophique. Et c'est une question qui change, évidemment, dans le temps. On l'a vu, par exemple, pendant la Covid-19. Et, évidemment, le risque, il y a plusieurs éléments. Il y a évidemment le risque patient, mais il y a aussi le risque financier. À quel prix on paye un traitement et pour quel résultat? Alors, ces dernières années, et cette année en particulier, on a été prolifique sur le sujet. Mission Borne, changement de doctrine HAS, PLFSS, où il y a des nouveaux éléments, révision de l'accès précoce, plan santé. Donc on a plein de propositions sur ces questions-là, et on va essayer d'y voir un peu plus clair avec nos intervenants. Mais d'abord, je voulais commencer par une question. Est-ce qu'il faut ou non améliorer l'évaluation du médicament? Christelle, très brièvement. Merci beaucoup pour cette question. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'il faut améliorer l'évaluation? Déjà, peut-être voir ce qui fonctionne et est-ce qu'il y a des choses, en effet, à améliorer. L'évaluation des médicaments, vous l'avez souligné, elle est composite, elle est plurifactorielle, elle est au moment de l'autorisation de mise sur le marché et puis elle est après, mais évidemment Lionel y reviendra, elle est ensuite dans ce que l'on appelle le HTA. Au niveau, et moi je resterai en effet sur la partie autorisation de mise sur le marché, et notamment au niveau de l'Agence européenne du médicament, puisque l'Agence européenne est une agence de coordination qui repose sur l'expertise et la mobilisation de chacune des agences sanitaires nationales, et notamment de la NSM. Donc on le voit depuis une dizaine d'années, 15 années à peu près, on a une évolution majeure sur les produits, sur les médicaments en effet qui arrivent en demande d'autorisation de mise sur le marché, avec en effet des innovations de rupture. Et évidemment, en tant que directrice générale d'une autorité sanitaire, je voudrais avoir des innovations de rupture tous les jours, par définition. Alors c'est assez facile pour l'agence parce que je ne parle pas d'argent à l'agence, donc c'est beaucoup plus simple pour moi en effet sur cette partie-là. Mais on le voit bien avec une évolution, on n'est plus sur des blockbusters, sur des millions de patients, on est sur de la médecine personnalisée. Et donc au niveau de l'agence européenne, nous avons dû nous adapter aussi en termes de guidelines pour répondre en effet à ce défi, avec toujours
le principal, en effet, et ce qui nous guide, c'est cette évaluation du rapport bénéfice-risque, avec évidemment l'adaptation en fonction des situations, en fonction de la population cible, en fonction évidemment de la criticité, de la sévérité de la pathologie, et de pouvoir permettre un accès à l'innovation dans des conditions les plus sécurisées possibles pour le patient et à tout moment. Et on y reviendra probablement avec ce sujet de données préliminaires et comment on acquiert au fur et à mesure. On va y revenir. Alors, la question, faut-il faire évoluer l'évaluation ? La réponse est bien sûr. Et j'ai la chance d'avoir un laboratoire qui innove beaucoup et qui est très concerné par l'évaluation. L'année dernière, on a lancé 10 nouveaux produits ou 10 nouvelles indications. Cette année, c'est 7. Depuis la réforme de l'accès précoce, on a eu 9 accès précoces, 8 accès compassionnels. Et puis l'évaluation, c'est aussi l'évaluation médico-économique. Et on représente aujourd'hui en gros 20% de l'activité de la commission CESP. Donc on peut dire que l'évaluation fonctionne parce que si on met 10 produits sur le marché, c'est qu'on a réussi à les faire évaluer, bien évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'elle est parfaite ou qu'il n'y a pas des sujets ? Non, bien évidemment. Et nous, les sujets, en tout cas sur l'expérience que l'on a, on constate quand même qu'il y a encore, et je pense que Thierry reviendra, un tiers des produits qui sont évalués au niveau de l'EMA qu'on ne voit pas forcément arriver sur le territoire français. Sur l'accès dérogatoire, accès précoce, qui est très vertueux, et je pense qu'on en parlera largement dans ce débat, on voit qu'il y a des possibilités de simplification, mais on voit également qu'il y a des situations d'impasse qu'on aimerait résoudre collectivement, et je pense que c'est le sujet aussi du jour. Je pense également que cette évaluation, elle doit s'adapter aussi à des nouvelles pratiques, à des nouvelles innovations, les traitements d'oncologie de dernière ligne, les toutes petites populations, mais également les stades adjuvants, par exemple, sur lesquels il ne faut pas espérer avoir de l'OS, par exemple. Et puis, notre expérience BMS nous montre qu'on regrette parfois que la place du clinicien, à travers peut-être des contributions de sociétés savantes, ne soit pas plus prise en considération au niveau de l'évaluation, tout comme celle des patients. La médico-éco, parce qu'on met beaucoup de temps, beaucoup de soins à faire ce travail avec le CESP, mais dans la réalité, je ne suis pas certain que l'évaluation médico-économique soit vraiment prise en compte, malheureusement. Et puis, il y a quand même aussi une évolution qui va être nécessaire, parce qu'il y a un projet européen d'harmonisation qu'on suit évidemment de près avec le Joint Clinical Assessment qui va arriver en janvier 2025, c'est demain. Et qui peut rebattre les cartes en termes d'évaluation et qu'on essaye de suivre de près. Et avec l'HAS, on aimerait collaborer sur ce sujet pour savoir comment ces deux systèmes vont coexister demain. Merci. Thierry. Alors, je changerai un peu le titre. Il faut continuer de faire évoluer l'évaluation. Je pense que c'est pour ça qu'on est tous autour de la table ce matin. Et si on regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Christelle disait, il y a déjà une première évaluation européenne. Pour 100 AMM européennes, qu'est-ce qui se passe sur le marché français ? La moitié, ça se passe sans histoire, dans des délais à peu près raisonnables, et il n'y a pas de sujet. Il y a eu un gros progrès qu'on a fait ces dernières années, qui est lié à l'accès précoce, qui, sur 100 molécules, c'est 17 aujourd'hui, et c'est un véritable atout de la France, c'est même un facteur d'attractivité. Ça concerne un tout petit nombre de patients, petit nombre, 50 000 patients sur 23 millions de patients traités tous les jours. Et là, il faut faire évoluer en apprenant après 2 ans d'expérimentation, quelque part, car on voit quelque part des impasses d'accès à l'arrivée, et on en a ouvertement parlé avec Lionel, il y a des propositions, on y reviendra, pour débloquer la situation. Et puis il y a le fameux tiers restant qui n'arrive pas sur le marché français, alors qu'il est disponible au niveau européen. Et là, c'est pas dire un tiers n'a pas du tout d'accès, il faut être plus granulaire, c'est là où il faut travailler ensemble. Certains, c'est sur, j'allais dire, la balance évaluation clinique, évaluation méthodologique. Certains, c'est parce que les données ne sont peut-être pas au standard français. Et puis certains, on est bloqué au niveau du débouclage du prix. Donc là, je crois que sur ces 3 sujets, il faut travailler ensemble et on le doit aux patients, on le doit à nos concitoyens. Alors, Lionel nous a patiemment écoutés. Bon, il se trouve, mais je garantis que nous n'avons pas fait exprès, Thomas Fatome et moi, que ce matin, dans un journal qui s'appelle Les Échos, il y a eu la tribune qui s'appelle « Accès aux médicaments innovants. Non, la France n'est pas à la traîne ». Donc je vous invite à le lire et vous aurez un certain nombre d'éléments de réponse. Vous avez bien fait monter mon adrénaline au petit déjeuner. On en discutera. On va en discuter. Donc il y a 2 niveaux de questions. Il y a est-ce qu'on doit améliorer ? La réponse, je dirais plutôt on doit adapter l'évaluation
aux nouvelles pathologies traitées, notamment les maladies rares, qui ont quand même une situation particulière d'évaluation par la taille de la série. On doit aussi réfléchir à d'autres méthodes, je veux dire d'autres méthodologies, sachant que nous fonctionnons à la HAS sur un critère qui est très strict, c'est la rigueur scientifique et le fameux gold standard de l'étude randomisée. Nous ne reviendrons pas là-dessus. Néanmoins, nous concevons qu'il y a des situations dans lesquelles, dès lors que nous voulons une comparaison, il peut y avoir un autre type de comparaison, et notamment des comparaisons indirectes. Ça a été envisagé très clairement là-dessus. Et puis, peut-être que vous voulez que je revienne plus tard sur le tiers de médicaments qui ne sont pas disponibles. Allons-y. Parce que là, alors, Thierry n'a pas visé la HAS, hein, c'est le système global tel qu'il est. Alors, je m'attendais un peu à cette remarque, donc j'ai fait creuser quand même la question. Et à peu de choses près, sur ce tiers de médicaments qui ont reçu l'AMM européenne, et qui ne sont pas aujourd'hui sur le marché français, il y a en gros, il y a 3 tiers pour l'expliquer, ce tiers. Un tiers, c'est parce que vous êtes en négociation du prix. On est d'accord. Donc là, je suis désolé, c'est du post-achat. Un tiers, je suis désolé de le dire, c'est parce qu'il y a des produits qui ont eu un service médical rendu insuffisant. C'est à peu près un tiers de ceux-là. Hein. Il faut pas non plus le négliger. Donc ça, c'est le deuxième tiers. Donc il y a négociation du prix, il y a ce tiers, et puis il y a un troisième tiers qui est quand même toujours du même niveau, mais qui ne s'explique en aucune façon par un problème d'évaluation. Donc on est vraiment à bien avoir en tête que c'est une autre raison que le travail, à mon avis, de l'évaluation à notre niveau, qui conduit à ce retard sur la mise sur le marché. Parce que vous pouvez aussi, dans ce troisième tiers, et c'est là où je veux terminer, faire le choix vous-même, industriel, de ne pas le mettre sur le marché pour des raisons qui vous regardent, notamment parce que vous pouvez considérer que le prix qui vous est proposé ne vous convient pas, parce que vous dites qu'il y a une ASMR5, je n'obtiendrai pas le prix que je souhaite. Mais je voudrais qu'on ait vraiment à l'esprit que ce tiers de médicaments repose en grande partie d'abord sur le médicament, sur des moments et sur des choix industriels. Très bien. Alors Thierry, avant que vous répondiez, je vois que tout de suite on a envie de rebondir. Non, je voulais revenir vers vous, Christelle, notamment sur l'AMM conditionnel. En quoi l'AMM conditionnel impacte l'évaluation? J'aimerais qu'on aille un peu de manière chronologique depuis l'EMA jusqu'à la HS, et puis ensuite qu'on parle aussi un peu paiement, financement, puisque c'est aussi un peu le nerf de la guerre. Mais est-ce que vous pourriez revenir déjà à ça, Conditional Marketing Authorization, comment ça impacte l'évaluation et où est-ce qu'on en est en France, peut-être par rapport à d'autres pays européens? Alors peut-être recentrer le point sur l'objectif majeur à la fois au niveau de l'Agence européenne du médicament, mais aussi au niveau national, qui est le bénéfice pour le patient. Pourquoi, face à des données, nous allons aller vers une autorisation de mise sur le marché conditionnel au niveau européen ou un accès dérogatoire, une autorisation d'accès précoce en France? C'est lorsque nous définissons collectivement, et notamment au niveau européen, mais aussi au niveau national, qu'il y a un intérêt pour le patient. On a des données qui sont limitées, mais pour autant, si nous ne nous mobilisons pas pour donner cet accès, il y a une perte de chance pour le patient. Et ça, c'est un point qui est majeur. Pour autant, quand on est sur une autorisation de mise sur le marché conditionnel, on est bien sur un quantum de données qui n'est pas suffisant pour donner une autorisation de mise sur le marché pleine et entière. Donc, on est quelque part sur une forme de pari. On fait un pari collectivement, et je dirais à la fois l'industriel, mais aussi la puissance publique, de manière générale, en se disant oui, il faut y aller. Il y a une présomption de BR qui est quand même importante, une AMM conditionnelle, on est sur un BR, mais il reste encore des données, et donc il faut aller plus loin. Et donc ce pari doit se traduire à chaque niveau, c'est-à-dire quand deux acteurs prennent un pari, il y a évidemment une incertitude et un risque, et donc forcément, ce qui en découle derrière, à la fois en termes d'évaluation HTA ou même de prix, cela doit se traduire, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les données pour se dire oui, on est complètement sûr et il faut y aller. Pour autant, on a suffisamment d'éléments pour aller en effet et accompagner cet accès. Donc il faut que chacun prenne sa part du chemin dans ce pari et soit équilibré, modéré aussi dans ses demandes derrière. Donc on a des autorisations de mise sur le marché conditionnel au niveau européen. Ça existe depuis longtemps. On a eu l'impression que ça arrivait. C'est un peu plus présent aujourd'hui eu égard aux innovations qui arrivent et aux pathologies en effet pour lesquelles elles sont destinées, avec des petites séries, etc. Mais pour autant, ça existe depuis longtemps et c'est quelque chose en effet qui est important. Mais c'est un pari et chaque acteur
en effet, de ce pari. Chaque gamer, je dirais, chaque joueur de ce pari doit pouvoir, en effet, avoir une attitude équilibrée, réservée et pondérée par rapport à ce qu'il sollicite derrière. Alors, je sens qu'on pointe vers l'industriel. Christophe, vous êtes un expert, pas uniquement. Tout le monde, évidemment. Christophe, vous êtes un expert chez BMS en accès précoce. Expert, en tout cas, c'est une procédure qu'on affectionne effectivement parce qu'on a la chance d'avoir un portfolio qui s'y prête particulièrement et avec pas mal d'ASMR conditionnel, d'AMM conditionnel en particulier. En gros, il y a 50% de notre portefeuille qui passe par ce dispositif. C'est 30 000 patients qu'on a traités depuis 10 ans, donc avec l'ancien dispositif ATU, et 2300 depuis la réforme. Donc cette réforme, c'est une vraie avancée pour les patients et il fallait vraiment collectivement trouver une solution pour rendre de nouveau attractif le dispositif parce que je rappelle qu'avant la réforme, 40% des industriels ne voulaient plus y aller. Et on a pu, nous, dans nos statistiques, montrer qu'il y a 2 fois plus de patients qui ont bénéficié de cet accès précoce dans la même période de temps que le dispositif précédent. Donc le gagnant, c'est le patient. Et c'est exactement ce qu'on souhaite tous. Le bilan est positif parce que je trouve qu'avoir combiné les responsabilités de l'ANSM et de l'HAS, et il faut reconnaître la mobilisation de l'HAS en termes d'effectifs sur ce sujet, c'est très important que les 2 agences se soient impliquées et coordonnées. C'était aussi une des attentes des industriels, avec des critères d'éligibilité qui sont clairs pour les industriels et un temps d'accès qui est largement amélioré, puisqu'on gagne pratiquement 300 jours d'accès grâce à l'accès précoce. Alors, est-ce que ça veut dire que le système est parfait? Non, il y a évidemment des pistes d'amélioration sur la base de notre expérience et essentiellement de la lourdeur administrative qu'à mon avis, collectivement, on pourrait simplifier. C'est d'ailleurs un dialogue qu'on a déjà engagé avec les équipes techniques de l'HAS. Je vous donne un exemple. On a, nous, eu l'occasion d'enregistrer un produit donc, dans le cadre d'un accès précoce en AP1, donc avant l'AMM, puis on est passé en AP2, puis on a eu un renouvellement et puis une modification également du champ d'indication. Donc ça a été 4 dossiers en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Donc ça a été énormément de boulot pour nous, mais finalement aussi pour les équipes de l'HAS, alors qu'on était sensiblement sur les mêmes données. Donc ça peut être amélioré. On a tout un débat également avec la densité des PUTRD, donc la collecte des données en vie réelle, et on voit qu'on a quand même quelques difficultés à avoir de la donnée en quantité et en qualité. Donc ça, c'est un sujet. Et puis, on a aussi ce débat dans les comités d'interface avec l'HAS sur la véritable utilisation de ces données. Alors après, on va parler des trains qui arrivent à l'heure, parce qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que ce dispositif, il marche. Quand on regarde, il y a 138 accès précoces qui ont été octroyés depuis la réforme. Donc c'est important, mais on est loin du nombre de molécules validées dans la pharmacopée. Donc c'est quand même des procédures dérogatoires exceptionnelles pour les produits les plus innovants. On a 80% des accès précoces qui ont été octroyés qui débouclent vers des ASMR de type 1 à 4. C'est-à-dire que le degré d'innovation présumé par l'AP est bien confirmé par l'évaluation. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les 20% qui sont sanctionnés par une ASMR 5, parce qu'aujourd'hui, la doctrine de l'HAS ne peut pas faire autrement que les évaluer par une ASMR 5. Il faudrait faire une étude, et honnêtement, on ne l'a pas fait encore, de combien de produits dans les 20% sont dans une situation d'immaturité des données. Et ça serait très intéressant de faire cette étude. Honnêtement, je ne l'ai pas encore faite. Parce qu'en réalité, moi, j'ai été concerné par un produit qui est arrivé avec un accès précoce, une AP2, et qui a été sanctionné par une SMR 5 parce qu'on avait une AMM conditionnelle et de données immatures. Mais je savais que j'avais une phase 3 qui allait arriver et qui, c'est le pari que j'avais fait, allait permettre de changer le niveau des SMR. Mais on a bricolé entre cette évaluation d'ASMR 5 parce que la réalité d'une ASMR 5 dans ce cas de figure-là, ça veut dire que vous avez un agricole qui est publié et que vous n'avez pas de licensus et donc l'accès aux patients est terminé parce que ce sont des produits relativement onéreux et donc l'hôpital ne peut pas se le financer sur fonds propres. Donc ça veut dire que certains de mes confrères d'ailleurs ont fait le choix de retirer le produit. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. On avait fait le choix de trouver un dialogue avec le payeur pour trouver des conditions économiques pour maintenir l'accès précoce artificiellement dans le marché. Mais des conditions qui, honnêtement, n'étaient pas acceptables financièrement. Je l'ai fait parce que je savais que mes études cliniques pivotales allaient arriver dans des délais convenables. Ça a permis une réévaluation, une SMR4, et maintenant on est sur le chemin du remboursement avec le comité, il y a la discussion de prix avec le remboursement, et le comité économique des produits de santé. Donc là, on a trouvé une solution, mais c'était artisanal. Il faut industrialiser une solution pour ces 20%
d'AP sanctionné par une SMR 5 parce que les données sont immatures, et il y a une piste dans la doctrine qui est celle des ASMR qu'il ne faut pas appeler 5, à valeur ajoutée incertaine. En tout cas, c'est notre souhait. Exactement. Voilà. Alors, je voulais justement me tourner vers vous, Lionel, à ce sujet, changement de doctrine. Quels sont les premiers effets? D'abord, qu'est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on répond à ce problème-là? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et est-ce qu'il faut peut-être aller plus loin sur d'autres sujets? Alors, je rappelle que j'ai pris mes fonctions fin avril, et la doctrine a été modifiée en février. Exactement. Je ne suis pas à l'origine de cette modification, mais j'y adhère totalement. Qu'a prévu la doctrine de la CT, donc de la Commission de la transparence? C'est quelque chose de très simple, c'est de rappeler, comme je le disais tout à l'heure, que l'étude randomisée est la base de toute étude pour la démonstration, que dans tous les cas, les études doivent avoir un comparateur, mais ouvre la porte à des comparaisons notamment indirectes par rapport à des données en vie réelle, par rapport à un groupe apparié qui pourrait être ultérieur. Alors qu'est-ce que ça a donné? Il y a quelques semaines, l'ACT, pour un médicament très précis anticancéreux, est passé d'une évaluation ASMR 5 à ASMR 4 uniquement en se fondant sur une comparaison indirecte. C'est-à-dire que le groupe tel qu'il avait été apparié, constitué a posteriori, garantissait scientifiquement la qualité de cet appariement et donc permettait de conclure sur l'efficacité du produit par rapport au comparateur et permettait de passer ainsi de ASMR 5 à ASMR 4. Je pense que c'est doublement important. C'est important parce que l'ACT a montré qu'elle savait le faire, mais qu'il fallait absolument maintenir une rigueur scientifique totale dans la comparaison. Et c'est important, à mon avis, pour les industriels, pour savoir que ce n'est pas uniquement quelques lignes dans une doctrine, mais qu'on est capable de le mettre en œuvre dès lors que votre méthodologie répond à ces exigences-là. Donc là, je n'ai pas de souci. On discutera plus tard de la question des AMR5, des produits qui ont un accès précoce, ou tout de suite? Oui. Alors, plus tard. Bon. J'aimerais me tourner vers vous, Thierry, le PLFSS 2024 et l'accès précoce. Oui. Alors, il y a un constat qui est partagé, je crois, c'est qu'en effet, dans certains cas d'accès précoce, comme tu l'as expliqué, Christophe, les données ne sont pas matures, et aujourd'hui, on se retrouve avec un ASMR 5, et c'est une impasse, et ça encourage certains, dont mon labo d'ailleurs, à ne pas y aller, parce que ça a un impact public européen et de nombreuses répercussions sur la stratégie du produit. Et là, on se tous dit, il faut faire quelque chose. Vous avez fait des propositions, l'Agence d'innovation en santé en a fait, le LEM en a fait, et la DSS dans le PLFSS en a fait. Et tout le monde a la bonne intention de dire qu'il faut débloquer la situation. Alors désolé de réveiller un peu la salle ce matin, mais la proposition qui est dans le PLFSS qui vient d'être présentée, ça va marquer l'arrêt de cet accès précoce. Parce que c'est totalement désincitatif pour tous les laboratoires. Et on a voulu rajouter une couche au millefeuille en rajoutant un nouvel accès dérogatoire à quelque chose de déjà dérogatoire, alors qu'il y avait des propositions extrêmement simples sur la table, notamment une proposition assez construite de l'Agence d'innovation en santé, qui dit qu'il faut surtout laisser la HAS juge, comme vous l'avez dit Lionel, basée sur le scientifique et l'engagement de l'industriel à ce qu'il y ait un essai clinique en cours pour amener les données. Et dans un temps raisonnable, ça ne peut pas durer pour toujours. Et puis une fois qu'on a fait ça, on continue l'accès précoce tel qu'il est. C'est archi simple à mettre en place et on est tous alignés. Donc j'espère que le bon sens l'emportera. Et je crois qu'on est tous mobilisés pour s'assurer que cet énorme progrès qu'on a fait en termes d'évolution de l'évaluation, quelque part, on ne le saborde pas sur la ligne d'arrivée bêtement. Donc on a encore quelques temps avant que le PLFSS soit voté, mobilisons-nous. D'accord. Est-ce qu'on est mobilisé? À qui est-ce que vous posez la question? Nous on l'est. Hein. Nous on l'est. Vous l'êtes, mais alors écoutez, comment vous percevez ça? Très simplement, d'abord, la HAS, et je pense que Christelle peut dire la même chose à l'ANSM, nous ne sommes pas les rédacteurs du PLFSS. Non, évidemment. Donc chacun est dans son rôle, Bien on sûr. n'est pas. Nous, au niveau de la HAS, on considère qu'il y a clairement deux ASMR 5 très distinctes. L'ASMR 5 parce qu'il est démontré qu'il n'y a pas d'amélioration, et celle dans laquelle nous n'avons pas d'outils encore, d'arguments pour le démontrer, parce qu'on est dans une attente de données, pour prendre que cet exemple-là. Et il nous paraît absolument indispensable qu'apparaisse cette distinction quelque part dans un texte. Alors ensuite, le débat qui nous anime, et j'entends tout à fait ce que dit Thierry, c'est la proposition dans sa rédaction de comment l'appeler, et avec effectivement d'autres dispositions autour. Je dirais que ça, c'est une discussion véritablement d'abord entre industriels
et le ministère, je veux dire, sur la préparation du PLFSS. Mais nous, ce que nous porterons, c'est, ce que nous portons depuis déjà longtemps, et ma prédécesseur le portait, c'est distinguons clairement les deux types d'ASMR 5. Voilà. Très bien, c'est clair. Peut-être pour compléter sur ce point, revenir à nouveau à la science, parce que c'est important. Typiquement sur ce sujet, en effet, d'ASMR, en effet, pour absence de données ou données incomplètes, on est bien en effet sur de l'immaturité et donc sur quelle part d'incertitude on accepte et que le clinicien accepte et que le patient accepte, parce que c'est ça, c'est vraiment ça que cela veut dire, des données immatures et des données qui ne sont pas suffisamment robustes. Et c'est vraiment cela. Et combien de temps on l'accepte? On l'a en effet dans le cadre de l'accès précoce. Est-ce qu'on l'accepte en effet pendant plusieurs années? Il y a évidemment le sujet d'arrivée de données plus matures et le calendrier de l'arrivée des données matures qui est indispensable, puisque à nouveau on revient, c'est une incertitude qui est donc portée à la fois par le clinicien mais aussi par le patient. Donc c'est vraiment ce point-là qui est évidemment, extrêmement important. On est tout à fait d'accord et il faut qu'il y ait un engagement clair avec un essai clinique en cours et que la HAS puisse évaluer quand est-ce que les données seront disponibles et que ce ne soit pas un livre ouvert. Exactement. Et c'est la notion de Paris. C'est à l'heure actuelle d'appeler ça ASMR 5 parce que pour nous c'est plus non quantifiable à l'heure actuelle. Tout à fait. Et je pense qu'on pourrait facilement mettre tout le monde d'accord sur quelque chose d'extrêmement simple qui pérenniserait quelque part cet accès précoce qui est un énorme progrès. Pérenniserait. Le terme de pérennité qui est quand même un vrai sujet. C'est pas pérenniser. Prendre un risque et prendre une incertitude, que l'on a mis en place, calé dans le temps. On le calerait dans le temps, basé sur des données scientifiques. Donc je pense que là, il y a une solution qui est trouvable. Travaillons avec les rédacteurs du PLFSS pour trouver une sortie simple. Il nous reste quelques jours. Mobilisons-nous. L'ASMR à valeur ajoutée incertaine est définitivement une piste. Je pense qu'on peut travailler sur cette base-là. Tu l'as évoqué, ce qui nous embête dans le texte du PLFSS, en fait, c'est la surrégulation financière. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, on a réformé le dispositif aussi dans cette dimension-là parce qu'elle était devenue désincitative avec un 30 000 € par an par patient. Nombreux étaient les industriels qui n'y allaient pas. À vouloir faire de la régulation, parce que c'est ça qui est proposé après l'évaluation, ça serait un drame. C'est-à-dire que toutes les situations, les 9 accès précoces dans lesquels j'ai été, typiquement, je n'irai pas demain si je sais qu'en cas de données incertaines, je vais être surrégulé, parce qu'on a déjà un barème de remise qui peut être jusqu'à être confiscatoire dès que le produit se développe en termes de chiffre d'affaires. Donc le payeur, en fait, est très sécurisé. Et j'invite aussi le payeur à venir collecter les sommes qu'on lui doit plus tôt dans l'année. Moi, je n'ai pas de problème. Avec le comité économique, je sais exactement ce que je dois à l'État. À partir de mars-avril, bon, on n'est pas collecté des fois dans l'année, voire même pas l'année d'après. Donc, venez prélever ces sommes. Si c'est un problème de trésorerie, on n'a pas de problème. Mais ne venez pas surréguler un dispositif qu'on a réussi à sauver financièrement, en termes d'attractivité, il y a peu. Voilà, c'est ça notre message aussi. Et ne créons pas un problème au problème. On est tous d'accord en disant, sur ces accès précoces où les données ne sont pas matures, il faut attendre pour quantifier la SMR, et traitons-le dans le PLFSS. N'en profitons pas dans le PLFSS pour rajouter là-dessus une surrégulation financière que personne n'avait demandé. Voilà, pour faire simple. On est d'accord. Il y a un sujet, Lionel, que vous avez évoqué, qui est le fameux tiers. Parce que le fameux tiers, je n'ai pas exactement la même lecture. Allons-y. C'est-à-dire que dans le fameux tiers, il y a certaines molécules pour lesquelles, en effet, l'industriel n'y va pas parce que le poids de la méthodologie, du fameux essai de phase 3 randomisé par rapport au poids clinique, est plus lourd en France que ne l'a vu l'évaluation européenne. Et je pense que là, il y a à travailler ensemble. En effet, certains... Il n'y a pas la méthodologie, on peut discuter du bénéfice-risque et c'est un non-sujet. Il y a certains cas, on le voit dans des populations, notamment en oncologie, sur des cibles extrêmement spécialisées avec de toutes petites populations où il est compliqué d'avoir un essai clinique et de recruter un nombre un peu large de patients. Alors en effet, la doctrine s'est ouverte. Je pense qu'il faut continuer à travailler ensemble et aller travailler ensemble sur des exemples précis pour voir où est-ce qu'on peut améliorer le système. Je pense que là, il y a encore une marge de progrès et qu'en travaillant ensemble, on trouvera des solutions. Mais est-ce qu'on va réussir à... Juste répondre à Thierry rapidement. On n'est pas en désaccord. Moi, je disais que le troisième tiers, c'était vous, les industriels, qui aviez fait le choix, pour ces produits-là, de ne pas les mettre sur le marché. Et que ce n'est pas une conséquence directe, je veux dire, de l'évaluation. Elle est indirecte, parce que ça peut être une SMR 5, ça peut être des exigences, mais je dirais, c'est dans votre main. C'est une conséquence de la doctrine. Alors, moi, je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment une conséquence de la doctrine. Moi, mon message est de dire, lorsqu'on dit à nos concitoyens, il y a
un certain 20% de produits qui ont une AMM, qui ont l'AMM européenne, qui ne sont pas disponibles sur le marché. Il faut leur dire pourquoi. Et j'ai expliqué les 3 situations tout à l'heure, elles sont assez claires. Je veux dire, le prix est en cours de négociation, vous attendez, très bien, je veux dire, bon, ça c'est un choix. Il y a un SMR insuffisant, et la 3e partie, je dis que c'est quand même, elle est à votre main. Je crois que c'est ça que je suis en train de dire. Elle est à votre main. Alors, vous pouvez dire qu'elle est à votre main au regard de la manière dont ce sera évalué. Certes, mais c'est à votre main. Ouais, c'est un peu l'œuf et la poule, mais bon, oui, on a bien compris. Juste, j'aimerais parler un peu des patients, parce qu'on ne les a pas autour de la table, et là, on est dans un débat passionnant, extrêmement technique. Oui. Comment on explique ces situations à des patients Comment vous travaillez en tant qu'industriel et en tant qu'institutionnel avec les patients? Nous, on a un regret, c'est que la voix du patient ne soit pas forcément suffisamment entendue dans le processus d'évaluation. Alors, Lionel dira qu'ils siègent, ils sont 2 à la CT, mais pour connaître bien nos dossiers, on a vu un certain nombre de contributions de ces patients vraiment assez peu considéré dans le débat, qui est un débat avant tout méthodologique, et c'est probablement à regretter. Donc moi, ça m'intéresserait d'entendre Lionel sur son retour d'expérience, même si effectivement il est à la tête de l'agence depuis peu de temps, sur la vraie prise en compte de la contribution des patients dans ce dispositif. Les patients sont très mobilisés, évidemment, quand ils se retrouvent dans ces situations d'impasse, et c'est surtout grâce à eux, d'ailleurs, qu'on arrive à faire bouger les lignes. Mais ils interviennent en moment de crise, et ce qui serait intéressant, c'est entendre aussi leur voix au moment de l'évaluation, donc autour de la table de la CT. Je vais être sans ambiguïté. Vous savez, avant d'être nommé, d'être pareil pour Christelle, dans les fonctions qui sont les nôtres, nous avons une audition devant le Parlement, nous avons un vote des commissions des affaires sociales, et j'avais déjà annoncé que je souhaitais renforcer le poids des usagers et des patients, et aussi celui des experts en sciences humaines et sociales, ce qui est un autre aspect qu'on ne va pas discuter forcément ici. Donc ma détermination est totale. Aujourd'hui, vous avez raison, on ne va pas reprendre toute l'histoire. Dès 2004, il y avait des usagers à la HAS dans les commissions dites non réglementées, donc pas à la CT. 2015, il y a une modification réglementaire qui autorise la venue de représentants des usagers, et il y en a effectivement 2. Si on regarde bien entre les deux, 2008, la HAS est capable de produire un guide sur la coopération avec les usagers. Et j'ai demandé comment ça s'était passé en gros cette année. Il y a véritablement des contributions des associations de patients, c'est une réalité, des auditions de certaines associations de patients lorsque cela se présente. Difficile de dire qu'elles ne sont pas entendues. Mon souhait est qu'elles soient pleinement entendues. C'est véritablement un des éléments du dossier. On pourrait dire dans d'autres situations, c'est indiscutable. Il m'a été rapporté des situations où quand même le poids de l'association a pu à un moment donné faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Il ne faut pas penser que l'association et forcément les représentants des patients sont forcément toujours du côté du produit qui est qualifié comme innovant, et selon un adage peut-être banal mais qu'aime à répéter la HAS, toute nouveauté n'est pas innovation. Donc dire non, ce produit n'est pas innovant, il est nouveau, il n'est pas innovant. Donc réellement, mais je suis d'accord avec vous, il faut plus écouter les patients. Voilà. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous aviez commencé à mentionner, Christelle, qu'effectivement, finalement, l'évaluation, c'est aussi une question de prise de risque. Qui prend le risque et qui avance et comment on avance à 2 vers un accord. Je voulais juste, puisqu'on n'a pas encore couvert cette perspective, on n'a pas le CEPS avec nous ce matin, mais on peut quand même discuter de ces sujets-là. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec cette question de la fixation du prix? Il y a des nouveaux modèles. Est-ce qu'on va pouvoir, dans le contexte dans lequel on est, avec toute cette innovation, faire face et assurer à ces traitements un prix et un remboursement? Peut-être Thierry, vous pourriez commencer sur ce sujet. On ouvre là un long débat, et en effet, il y a un véritable sujet. On le disait dans le fameux tiers qui n'a pas accès, il y en a un tiers, c'est un problème de prix. Oui. Alors, on pourrait dire que certains critères pris dans l'évaluation impactent sur le prix, on pourra en discuter longuement. On a surtout quelque chose devant nous, c'est qu'on est dans un système en France qui est budgétaire annuel, où on part du principe que la maladie s'arrête le 31 décembre, et éventuellement elle reprend le 1er janvier. Pas ça. Dans la vraie vie, ça dure dans le temps, et certains traitements ont des périodes de traitement courts, des cycles de traitement courts pour un bénéfice sur le long terme. Et donc s'ouvre tout le débat quelque part, ce qu'on a appelé les contrats de performance. Alors, on a eu au départ quelques expériences
pas trop heureuse, parce que probablement trop complexe, et Christophe en parlait beaucoup mieux que moi. Ça se rouvre un peu sur ce sujet-là, et je crois que dans les conclusions de la mission Born, c'est aussi mentionné de se dire comment est-ce qu'on va financer dans la durée des traitements dont le bénéfice pour la société, même en termes de coût, est bien au-delà du coût de l'injection. Et donc il faut réfléchir à ces traitements, et comme toujours, si on fait des contrats de performance, si on veut que ça marche, il faut que le nombre de critères de performance soit simple et facile à suivre. Si on remonte une usine à gaz, on fera échouer le système. Et c'est probablement un des moyens à l'avenir pour financer les innovations de rupture. Et là, on est tout à fait, nous, entreprises du médicament, volontaires pour discuter, dialoguer, construire ensemble pour un système qui marche dans l'intérêt des patients. Et alors, concrètement, qu'est-ce que ça... Comment ça fonctionnerait et est-ce qu'on serait prêt s'il faut repayer, s'il faut rembourser à ce moment-là, on lance à un prix, on rembourse derrière? Vos actionnaires, ils vont... Alors, c'est ce que tu évoquais, Antoine, il y a un instant, sur le risk sharing, en fait. C'est le paiement à la performance et pas inintéressant pour un certain profil de molécules. Alors, je regrette que nos amis du secrétariat général du CEPS ne soient pas là aujourd'hui parce qu'ils ont évidemment une grande expérience dans ce domaine puisqu'ils ont signé un certain nombre d'accords de performance depuis pas mal d'années. C'est une trentaine de mémoire, hein, 20 à 30 contrats qu'ils ont signés. Donc je vais un peu les paraphraser, mais je n'ai pas souvenir qu'ils étaient particulièrement satisfaits de l'issue de la plupart des contrats, à part un peut-être. Il se trouve qu'il est chez nous, et d'ailleurs la Cour des comptes l'a salué. Mais qu'est-ce qui a fait que ce contrat a été un succès ? C'est parce que d'abord, on est rentré dans une négociation avec le comité gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on a été on s'est co-engagé sur une taille de population, on s'est co-engagé sur un critère qui allait définir l'efficience du produit. Et ce n'est pas si évident que ça, parce qu'en vraie vie, vous n'êtes pas comme dans les dispositifs de développement clinique. Et il a fallu aussi s'entendre sur comment on allait collecter cette donnée. Et ce qui a été vertueux, c'est qu'en réalité, tant sur la taille de population que sur la nature du critère, que sur la qualité de la donnée collectée, on a été au rendez-vous. Et donc, c'est pour ça qu'il a été plutôt vertueux, ce paiement à la performance. Mais parfois, c'est très compliqué d'aller chercher la donnée, c'est très compliqué de s'entendre sur un critère d'évaluation commun en vraie vie. Donc, moi, je suis assez séduit par ce système de paiement à la performance. C'est une forme de risk sharing. C'est particulièrement intéressant quand on n'est pas en mesure de mesurer l'impact immédiatement. Mais je pense qu'il va falloir apprendre en marchant et reconvaincre le secrétariat général de se relancer dans l'aventure, ce qu'on essaye d'ailleurs au sein de mon laboratoire de faire. D'accord, parce qu'on a des délais en France entre l'autorisation de mise sur le marché au niveau européen et l'accès aux patients, en moyenne 450-500 jours. Oui, 500 jours, plus 500 jours. Donc, est-ce qu'avec ce genre de système... Si tu me parles des délais, il y a un truc super simple. Oui. Il y a eu un énorme progrès en termes de délai du côté de la HAS, on ne peut que le saluer. Oui. Et il y a eu une véritable refonte du process avec des moyens qui ont été mis. Et honnêtement, merci. C'est un peu plus long au CEPS, je vais essayer de dire ça gentiment. Par contre, il y a un scandale, c'est le temps pour publier un journal officiel dans ce pays. Parce que là, il n'y a plus de négociation, on est tous d'accord, et on prend 3 à 6 mois dans la vue. Il n'y a plus qu'à signer le papier et le publier, quoi. Donc là, ça ne coûte rien. C'est juste améliorer du process administratif. Et là, on gagne facilement 100-120 jours. Qu'est-ce qu'on attend ? On parle de simplification. Aujourd'hui, dans nos entreprises, quand on a un document à signer par 10 personnes dans 5 parties du monde, on fait un workflow, c'est fait dans la journée. Donc là, on a à la main, en termes d'accès au marché, on a 3 mois à les ramasser qui ne coûtent rien. Eh bien, allons-y. Alors, il nous reste 5 minutes. J'aimerais faire un dernier petit tour de table et puis conclure avec vous, Lionel. S'il y a une chose qu'il fallait vraiment améliorer sur l'évaluation aujourd'hui en France, ça serait laquelle pour vous, la priorité ? Christelle. Continuer à être agile et s'adapter en fonction des situations et être transparent. Ce qui était dit, et notamment précédemment sur la difficulté de collecte des données aussi auprès des professionnels de santé, il faut être transparent sur toute la ligne, à la fois au niveau des professionnels et des patients, sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, ce que l'on sait à minima avec ce produit qui nous permet d'arriver et de pouvoir le proposer à l'innovation, et ce qu'on ne sait pas et ce que l'on doit avoir comme données pour garantir qu'il sera pérennisé ou pas. Parce que là, autour de la table, on n'a absolument pas entendu le cas où, lorsqu'on fait un pari, eh bien, au bout d'un moment, on se rend compte que le pari il n'est pas bon. Et donc, on arrête.
Et ça, c'est évidemment un point qui est important. Je suis toujours optimiste de la base où forcément on va pouvoir acquérir des données qui vont permettre de pérenniser le produit, mais il y a des cas ou des situations où ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment ce point-là, d'être transparent à la fois avec les professionnels de santé, avec les patients, sur quelle est la promesse? Parce que c'est vraiment cela. On fait une promesse quand on a des accès dérogatoires, quand on a en effet un accès à l'innovation sur des données immatures. On fait une promesse et ensuite, est-ce qu'on arrive en effet à tenir cette promesse? Et c'est indispensable, et là je reprends ma casquette d'autorité de police sanitaire et sur la sécurité, c'est indispensable aussi pour la sécurité des patients. C'est le maître mot. On n'a pas trop parlé le mot patient n'a pas été tant évoqué que cela, ce qui est bien dommage. Et c'est vraiment ce point majeur. Ne pas promettre, je dirais, monts et merveilles alors que ça ne l'est pas. Et donc être juste et être équilibré. Et ça, c'est fondamental. Alors, sur ce qu'on pourrait, en un mot, améliorer, la liste est quand même longue, mais on a la chance d'avoir des comités d'interface, donc je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques, sur l'accès précoce, sur la meilleure prise en considération des contributions des cliniciens, parce qu'on sait que c'est en route. Moi, je vois une opportunité qui est celle de l'évaluation européenne. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça fera probablement l'objet d'une discussion l'année prochaine parce qu'on sera à la veille d'implémenter le dispositif. Alors, j'ai une crainte qui est celle de l'allongement des délais, évidemment on l'a tous, et j'ai une opportunité qui est celle peut-être d'un compromis de la doctrine versus d'autres pratiques au niveau européen, et surtout la possibilité de ne pas réévaluer ce qui est déjà un peu fait dans le SMR, le bénéfice-risque, et de ne pas réévaluer ce qui sera dans le Joint Clinical Assessment, dans la note d'intérêt thérapeutique qu'on va être à même de développer. Donc on a une vraie demande de collaborer avec les services de l'HAS pour, faire coexister ces deux processus, puisque je rappelle qu'en janvier 2025, ce sont uniquement les primo-inscriptions en oncologie qui vont être concernées, donc c'est-à-dire tout le reste des produits seront gérés dans le dispositif standard, mais c'est quand même une potentielle révolution qu'il faut voir comme un bénéfice pour le patient sur les délais d'accès et ne pas revisiter ce que certains font très bien d'ailleurs à d'autres niveaux à l'échelle européenne. Donc un sujet à mon avis d'attention pour l'avenir. Très bien. Thierry ? Alors, moi apparemment je suis très terre à terre. Je me dis une table ronde comme ça, quand on sort de la table ronde, qu'est-ce qu'on fait? Imagine, il y a deux choses à faire. Il y en a une, c'est sur ces ASMR non quantifiables. Ayons un PLFSS qui soit pragmatique, pas une usine à gaz, et qui permette à cette vraiment innovation française de l'accès précoce de perdurer dans le temps avec toutes les qualités de données, les contrôles dont on a parlé, on est tous alignés. Ça, c'est l'action numéro 1. La deuxième, je me répète, il faut tordre le cou de ce problème de JO. Si l'an prochain, on se retrouve à la même table ronde et qu'on a fait déjà ces deux choses-là, ben on n'aura pas perdu notre temps ce matin. Ok, on prend date alors. Moi, je vais rester juste au niveau de la HAS, donc clairement en amont. Donc le JO, ce n'est pas nous, comme dit Christelle, sur deux points. D'abord, il y a des consultations précoces, on n'en a pas parlé, et qui peut-être, je sais qu'il y en a suffisamment, les industriels avec la HAS, peut aider à discuter des PUTRD, des méthodologies, en amont, je veux dire, du dépôt réel des dossiers là-dedans et de leur examen, et qui peut être beaucoup plus en phase par anticipation avec l'évaluation, enfin les dossiers tels qu'ils sont attendus par la HAS. Je pense que là, il y aura indiscutablement un moment de temps. On ne va pas parler sur le niveau européen, vous avez raison, il y a le règlement 2021 qui s'applique à partir de 2025 européen, avec des changements notoires, mais il ne faut pas oublier que si l'instruction va rester maintenant, va être interne européenne, l'appréciation au sens appraisal va rester au niveau de chaque État. Donc on a discuté surtout au niveau européen du dossier d'instruction. Mais on ne fera pas le GCA, on ne refera pas le Joint Clinical Assessment. On ne va pas le faire maintenant en attendant. Très bien, merci à tous. Merci à vous. Merci.